Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints dans le cadre de ce live exceptionnel qui se déroule dans le cadre de l'exposition Illusions qui se trouve à la Cité Miroir à Liège, place Xavier-Nogent. Un live exceptionnel puisque nous allons pouvoir discuter pendant plusieurs demi-heures, pendant près d'une heure et demie avec Albert Moukaïber qui aurait dû normalement nous rejoindre, mais la technologie va nous aider à l'avoir près de nous malgré la distance qui nous sépare. Mais avant de commencer cette soirée, je vais immédiatement passer la parole à Cécile Partouns, directrice du Centre d'action laïque de la province de Liège, et qui va nous rappeler le contexte de cette exposition Illusions. Merci Christophe. Bonsoir Albert Moukaïber. Bonsoir à toutes et à tous. Le slogan du Centre d'action laïque de la province de Liège est « Libre ensemble ». Ce slogan veut dire que la laïcité rêve d'une société où chacun pourrait être libre d'être ce qu'il a envie d'être, de penser ou de croire ce qu'il a envie de croire, de changer d'avis en cours de route, dans une société qui serait capable d'accepter ces différences dans le respect de la dignité de tous et dans une logique de solidarité. La laïcité est convaincue que ce fonctionnement de la société est possible, notamment si on arrive à cultiver la dynamique du débat des idées. Alors pour qu'il y ait débat d'idées, il faut que les citoyens aient des idées, bien entendu, mais il faut aussi qu'ils puissent en débattre. Et pour pouvoir en débattre, il faut que chacun soit conscient que nos idées sont un point de vue, que ce point de vue, il est nourri de notre histoire, de notre environnement, de notre culture, et c'est l'objet de l'exposition Illusions et du débat de ce soir, c'est aussi, ce point de vue se construit aussi directement via la façon dont notre corps perçoit notre environnement, les impulsions qu'il envoie à notre cerveau et la façon dont notre cerveau va construire une réalité. Il y a donc autant de corps et de cerveau que d'individus. Il y a donc autant de réalités que d'individus. Il est donc tout à fait normal qu'on soit en désaccord régulièrement sur ce qu'est la réalité. Alors pour le Centre d'action laïque de la province de Liège et d'ailleurs pour la démocratie en général, le désaccord n'est pas un problème. Au contraire, c'est une opportunité. C'est l'opportunité de croiser nos façons de comprendre le monde dans lequel on vit et c'est l'occasion d'essayer de sortir par le haut des limites que nous avons chacun en discutant et en nourrissant nos réflexions et notre approche de la réalité. Donc c'est tout l'enjeu de l'exposition Illusions, c'est tout l'enjeu de la réflexion qui va être menée aujourd'hui. Et avant de céder la parole à Albert Moukaïber, je voulais le remercier très chaleureusement au nom du Centre d'action laïque de la province de Liège pour le temps qu'il nous a consacré pour la réalisation de l'exposition, pour le temps qu'il consacre ce soir, mais aussi et surtout pour toutes les valeurs humanistes qui traversent ces prises de parole en général. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et de chouettes débats. Merci beaucoup Cécile. Bonsoir Albert. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Ça va et vous? Oh, très très bien. Vous êtes prêt à vous lancer dans cette soirée de rencontres et d'échanges avec les participants? Je suis prêt. Okay. Donc vous êtes le parrain de cette exposition Illusions, vous êtes docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien, et vous êtes aussi l'auteur du livre « Votre cerveau vous joue des tours », qui met en avant les mécanismes cérébraux qui influencent un peu notre fonctionnement. Avant de démarrer cet échange, je vais quand même rappeler à celles et ceux qui nous ont rejoints les quelques règles de base pour échanger avec vous lors de cette soirée. Donc, pour certains d'entre vous, vous nous avez rejoints sur Zoom. D'autres nous ont peut-être rejoints sur la plateforme Facebook, où cette rencontre est également diffusée en live. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser lors de cette rencontre, nous avons une équipe qui est à votre disposition, soit via le bouton questions et réponses qui se trouve en bas au milieu de votre écran normalement sur l'application Zoom, soit dans le fil du live Facebook où vous pouvez simplement placer un commentaire et nos équipes récupéreront ces différentes questions et me les renverront. Alors bien évidemment, il y aura certainement beaucoup de questions et on s'est promis, on ne gardera pas Albert avec nous jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Normalement, on va terminer cette rencontre aux environs de 21h30 et donc on ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais comme on le dit souvent, ce genre de rencontre est un peu un exercice dans l'art de
de la frustration. Et nous verrons peut-être au fil du temps, on vous renverra aussi vers des références sur Internet, le livre d'Albert aussi qui pourra peut-être vous permettre de répondre à vos questions. Alors Albert, moi j'ai une première question à vous poser pour démarrer cette rencontre, c'est qu'est-ce qui vous a donné l'envie finalement de vous occuper du cerveau et d'étudier notre cerveau et surtout d'étudier les dérives quelque part de notre cerveau? Alors, plusieurs choses, c'est toute une construction, je pense, de vie. C'est pas quelque chose auquel je pensais à la base. À la base, je suis un peu, quand j'étais adolescent, j'étais plus axé sur les jeux vidéo, comme beaucoup d'adolescents, et je voulais travailler dans l'informatique. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé pendant 1 an et demi, de mes 17 à 19 ans peut-être, dans une boîte de sécurité informatique, et j'ai détesté ça. Et je suis d'origine libanaise, et j'étais dans une fac qui s'appelle l'Université américaine de Beyrouth, donc c'est un système américain. C'est différent un peu du système universitaire français, dans le sens où on peut prendre les cours, on peut choisir des cours un peu dans tous les départements. J'ai commencé à prendre un peu des cours partout, je voulais faire de la biologie, j'étais très intéressé par la génétique. Et un jour, j'ai pris un cours de psycho. Et j'ai beaucoup aimé ça, et j'étais secouriste à la Croix-Rouge. Les secouristes, la Croix-Rouge au Liban, c'est des secouristes, c'est un peu comme des pompiers ici. Et j'aimais beaucoup le contact le contact psychologique, parler avec les personnes quand on allait en urgence, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire de la psycho. Je suis venu en France pour mon master. J'ai fait un stage à la Pitié-Salpêtrière en psychiatrie. Et c'est là où j'ai rencontré le professeur Antoine Pellissolo, qui deviendra mon directeur de thèse, avec qui j'ai commencé à travailler au début en stage. Et, il m'a parlé des neurosciences, de tout ça. J'ai trouvé ça encore plus fascinant d'étudier pas seulement le plan psychologique, mais aussi les bases biologiques de cette psychologie. Donc, j'ai fait une thèse en neurosciences. Du coup, j'ai commencé vraiment en tant que clinicien de ces deux approches, la psychologie et les neurosciences, appliquées principalement les premières quelques années de ma carrière sur les troubles anxieux, notamment la phobie sociale, la peur de parler en public. Et dans la phobie sociale, il y a beaucoup de biais, ces biais cognitifs. On a tout le temps l'impression qu'on est en train d'être jugé négativement, que les autres ne nous aiment pas, qu'on se moque de nous, à partir de signaux qui sont relativement neutres. Donc, je vous regarde, par exemple, et si j'étais phobique sociale, je me dis que vous êtes en train de vous ennuyer, que vous trouvez ce que je dis inintéressant, etc. Donc, j'ai fait ça pendant une période. Et après, naturellement, j'ai évolué vers ce qu'on appelle la population générale. Ben, si les anxieux, ils font ça, probablement qu'on le fait tous. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à comment est-ce que chacun d'entre nous reconstruit le monde pour se raconter une histoire, que ce soit sur notre couple, sur notre famille, sur nos potes, sur la société, sur le monde en général. C'est intéressant que vous nous parliez justement de vos rencontres cliniques, parce qu'on a une question ici qui nous a été posée. C'est une personne qui nous dit, voilà, j'ai été victime de crises d'angoisse durant de longues périodes, et j'ai pu lire plusieurs fois qu'il s'agissait d'un mécanisme de notre cerveau qui visait à nous protéger en nous envoyant une forte décharge d'adrénaline et un signal de fuite, un mécanisme presque préhistorique. Est-ce que c'est exactement ça? Et pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe alors en ce moment dans notre cerveau qui déclenche ces crises d'angoisse et qui nous pousse finalement à trouver des solutions qui sont des raccourcis, parfois même violents? Alors, peut-être on ne va pas rentrer dans le détail de la crise d'angoisse, mais effectivement, les troubles anxieux, l'anxiété, le stress, il faut faire attention avec la psychologie évolutionniste quand on explique par l'évolution ces choses, mais pour l'anxiété, on a des modèles théoriques assez robustes. Et effectivement, le stress, à la base, c'est un signal de danger. Pas seulement pour fuir ou pour se battre. On a besoin de la même préparation physique pour se battre ou s'enfuir. On a besoin que nos muscles se contractent, que notre rythme respiratoire et cardiaque s'accélère, que notre attention soit dirigée et complètement prise par le signal potentiel de danger. Et à la base, dans notre préhistoire, c'est très, très utile. J'en parle un peu dans mon livre. Il y a un chapitre, je pense, le chapitre 4 sur le stress, où je donne l'image d'imaginer qu'on est en moins 57 000, en sachant que c'est Homo sapiens, donc c'est la même espèce que nous. On a tendance à croire que les hommes préhistoriques sont différents de nous, mais il n'y a aucune différence, c'est la même espèce. Et je suis en train de faire la cueillette et j'entends un bruit dans les feuillages. Ce bruit dans les feuillages est soit un danger potentiel, et si c'est un danger potentiel, du coup j'ai besoin de stresser, donc de mettre en route ces mécanismes d'adrénaline, de cortisol, etc. pour être prêt, soit pour fuir, soit pour me battre et me défendre. Soit ça peut être rien. Ça peut être un petit insecte, le vent, un congénère, etc. Et quand on y pense, si on veut penser de manière quasiment rationnelle, il vaut mieux tout le temps se dire que ce truc est un danger et qu'il n'y ait rien, que je me trompe, et du coup que je stresse pour rien, qu'une seule fois se dire il n'y a rien, ne pas stresser, et qu'il y ait un prédateur et que je finisse mort.
on a une sorte d'avantage évolutionniste de surréagir plutôt que de se faire bouffer. Et du coup, on a appris ça pendant 200, 300 000 ans, de surréagir dans un cas potentiel de danger. Et la surréaction est un mécanisme de défense physiologique face à un danger physique, parce que la majorité des dangers étaient des dangers physiques. Mais au cours de l'évolution de notre espèce, on s'est sédentarisé, on a construit des villes, on a construit des maisons, etc. Et le danger physiologique n'est plus très, très présent. La majorité des humains, en tout cas dans les pays où il y a de grandes villes, etc., ne vont pas croiser des prédateurs dans leur vie, des prédateurs dans le sens des lions, des ours, des choses comme ça. Mais on a gardé ce réflexe de stress où notre cerveau, le danger a changé de visage. On est passé d'un monde où le danger est physique à un monde où le danger est psychologique, les impôts, le loyer, rater son entretien d'embauche, se faire larguer, etc. Mais on a gardé le même outil de gestion du danger, qui est un outil qui est principalement physiologique. Et c'est pour ça que quand on est stressé, par exemple, on n'arrive pas à dormir. C'est complètement absurde. Si, je ne sais pas, j'ai un examen dans une semaine, j'arrive plus à dormir parce que je suis stressé, ou pire, genre mon fils a un examen, passe le bac et moi, j'arrive plus à dormir. Ça n'a aucune utilité d'un point de vue rationnel. Mais si on comprend le stress de ce point de vue évolutionniste, s'il y avait potentiellement un prédateur, j'ai besoin de ne pas pouvoir dormir pour pouvoir guetter au cas où je me fais attaquer, pour pouvoir réagir vite. C'est pour ça que le stress cause des problèmes digestifs, parce que si je vais me faire bouffer, mon corps n'a pas besoin d'investir la digestion, donc les processus digestifs sont mis à mal. C'est pour ça que le stress peut causer des problèmes au niveau de la santé, au niveau du système immunitaire. Si j'ai un rhume et je suis en train de me faire courser par une lionne, le rhume, ce n'est pas très important, donc mon corps désengage les systèmes immunitaires. Et quand on comprend un peu comment fonctionne le stress sous cet angle-là, beaucoup de choses qui paraissent complètement irrationnelles quand on est stressé deviennent assez cohérents, en tout cas compréhensibles, mais ça ne les rend pas moins inadaptés. Et en thérapie, on essaye de rééduquer un peu le cerveau pour ne pas envoyer ces systèmes d'alerte. Moi, par exemple, dans mes travaux de thèse, c'était pour montrer que quand on a une phobie sociale, les structures du cerveau de danger et de peur s'activent quand on est en regard oculaire direct avec un congénère. Et c'est un signal qui est inadapté à la situation. Vous parlez donc finalement de nos réactions par rapport à ce qu'on capte, et on le découvre dans cette exposition. Au départ, nos capteurs principaux, c'est nos 5 sens. Mais finalement, nos 5 sens, on ne peut peut-être pas leur faire autant confiance qu'on l'imagine, ou est-ce qu'on les a surinvestis, ou est-ce qu'on a imaginé qu'on pouvait leur faire confiance, et là, tout à coup, on est en train de découvrir qu'on ne peut pas leur faire confiance? Alors oui, absolument. Nos 5 sens, je ne dirais pas qu'on ne peut pas leur faire confiance, on ne peut pas leur faire confiance tout le temps. Ça, c'est sûr. On a plus que 5. Je pense que dans l'exposition, on parle de quelques autres sens, sans être mystique. Du coup, je laisserai l'occasion à ceux qui vont visiter pour découvrir les autres sens qu'on a. Comme ça, on ne les spoil pas. Mais effectivement, on ne peut pas leur faire confiance tout le temps. Il y a des situations où, effectivement, par exemple, je vais me tromper dans mon interprétation du monde, à savoir que les histoires que je me raconte dans ma tête sont basées sur l'acquisition d'informations du monde extérieur, donc de mes sens. Et mes sens, ce n'est pas juste ce que je vois dans le monde physique, mais mes sens aussi, c'est ce que je vois dans le regard de l'autre, par exemple. C'est ce que j'entends dans l'intonation de la voix de quelqu'un. C'est ce que je décèle dans l'écriture d'un mail. Et ces histoires que je me raconte, aussi bien d'un point de vue sensoriel, comme avec les illusions optiques, il y a aussi des illusions auditives, il y a des illusions haptiques qui s'appliquent au toucher, il y a des illusions gustatives, il y a des illusions olfactives, etc. Il y a certaines situations qui peuvent les berner d'un point de vue complètement perceptif, et il y a aussi d'autres situations qui peuvent berner les récits qu'on se raconte à partir de ces sens. Quand on passe à un côté un peu plus cognitif, un peu plus rationnel et émotionnel, on a souvent tendance aussi à séparer notre rationalité de notre émotionnalité, mais elles sont indissociables. Pour être rationnel, on a besoin d'émotions. On ne peut pas ne pas avoir d'émotions, donc j'en profite juste pour glisser cette idée-là. Et donc, à partir de ces sens, à partir de ces reconstructions du monde, beaucoup de fois, effectivement, on gagnerait à douter un peu de ces histoires qu'on se raconte. C'est intéressant que vous évoquiez le fait qu'il ne faut pas séparer finalement le corps et l'esprit, mind over matters, comme disent les anglo-saxons, puisqu'on a une question où on dit, mais dans votre domaine de recherche, est de plus en plus poussé, et pensez-vous que nous pourrions déjà conclure que tout est matière, ce qui conduirait à une conclusion que, du point de vue philosophique, il n'y aurait plus de dualisme métaphysique entre le corps et l'esprit, et tout ferait partie
d'une espèce de système beaucoup plus profondément interdépendant que ce qu'on a imaginé jusqu'ici. Oui, absolument, en sachant que pour moi, dire que tout est matière n'est pas du tout quelque chose de réducteur. C'est pas quelque chose qui fait perdre la magie du monde. C'est, pour moi, au contraire. Pour moi, si on était dans un monde dualiste, ce serait beaucoup plus banal que si de la matière organique s'organise d'une certaine manière pour faire émerger des choses aussi complexes que la conscience, les émotions, etc. Et du coup, oui, moi, je fais partie de... On n'a pas la réponse définitive, mais on a des faisceaux de preuves et il y a plusieurs chercheurs qui se positionnent d'une manière ou d'une autre. Et moi, je fais partie de ceux qui se positionnent dans ce qu'on appelle le embodied mind, là où la cognition incarnée. Je pense que notre cognition est incarnée dans un corps, qu'on ne peut pas les séparer, on ne peut pas séparer l'une de l'autre. C'est juste que notre vie psychique, qui existe vraiment, c'est une sorte de propriété émergente de mon corps. Donc, il y a l'aspect phénoménologique de la vie, ce que je ressens quand je vois un coucher du soleil et je suis ému, etc. C'est des choses qui sont hyper personnelles, hyper singulières, qu'on peut rattacher à l'esprit, mais c'est un esprit qui est incarné dans un corps. Si je prends mon cerveau, par exemple, et je le mets dans le corps de Michael Jordan, ça ne le fait pas, quoi. Et si je prends le corps de Michael, l'esprit de Michael Jordan et je le mets dans mon corps et j'essaye de sauter, je vais juste me claquer le genou. Du coup, c'est très important de comprendre que les systèmes non dualistes ne sont pas moins riches. On a tendance à croire, ah, vous les scientifiques, vous voulez tuer l'esprit et vous voulez que des trucs hyper terre à terre, hyper physiologiques. Pour moi, au contraire, c'est beaucoup plus magique. C'est beaucoup plus, ça m'émeut plus, ça me procure beaucoup plus d'émotions de me dire que des atomes de carbone, en grande partie, une grande partie de nos atomes, c'est de la matière organique, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, qui s'organisent d'une certaine manière, peuvent faire émerger ces expériences phénoménologiques hyper émotionnelles, de poésie, de musique, etc. Beaucoup plus que si j'ai une sorte d'âme qui est là en tant que marionnettiste et qui s'en va à ma mort ou quelque chose d'autre. Donc, pour moi, la magie du réel, c'est le fait que ça soit réel. Et je trouve que c'est presque insultant quand on veut saupoudrer et rajouter des choses pour rendre le monde plus magique. Il est hyper fascinant pourvu qu'on s'y intéresse un peu. Alors, question évidemment, vous définissez souvent aussi ces raccourcis qu'utilise notre cerveau. Vous parlez d'heuristique. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce terme, voir un peu ce qui se cache derrière ce mot qui peut paraître parfois un peu complexe pour certains? Du coup, vu que notre esprit est conditionné par les règles du monde physique, on a des ressources attentionnelles et perceptives assez limitées. Par exemple, maintenant, ça doit faire, je sais pas, 10 minutes qu'on est en train de discuter et je ne pense pas que les participants seraient capables de répéter tout ce qu'on a dit mot pour mot. Nos ressources attentionnelles, nos ressources mnésiques, nos ressources perceptives sont assez limitées, mais on fonctionne relativement bien. Du coup, je n'ai pas les capacités de tout analyser de manière hyper précise, mais j'ai besoin de fonctionner. J'ai besoin d'éviter des prédateurs, de marcher, d'éviter des obstacles, de pouvoir écrire sur mon clavier, tenir une bouteille, la porter à ma bouche, etc. Et pour fonctionner, notre cerveau utilise des sortes de solutions qui sont approximatives, qui ne sont pas hyper précises, mais qui marchent relativement bien. Et ces solutions approximatives, mais qui marchent relativement bien, on les appelle des heuristiques. Les heuristiques, ce n'est pas juste dans notre intellect, c'est aussi dans notre corps. Par exemple, une heuristique très simple que sans doute tout le monde a vu, c'est les enfants, quand ils commencent à essayer de manger, ils ne visent pas leur bouche. Ils s'en mettent un peu plein la figure. Et petit à petit, avec l'âge, on améliore nos modèles heuristiques et on arrive à viser notre bouche. S'il y a certaines personnes qui nous écoutent qui jouent des instruments de musique, moi je joue de la guitare. Quand j'ai commencé à essayer de jouer de la guitare, faire un accord, mettre mes doigts dans une position de do ou de sol ou quelque chose, c'était hyper compliqué. Je devais faire tac, 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 tac. Et avec la répétition, maintenant je peux mettre plusieurs accords l'une après l'autre et faire une chanson. Mes modèles heuristiques s'améliorent. Pour des raisons d'efficience, je commence et petit à petit, par essai et erreur, je les améliore. Sauf que ces heuristiques, on les utilise pour tout, aussi pour notre pensée, pour nos décisions, pour nos cognitions, etc. Si je veux, par exemple, décider est-ce que je prends un parapluie aujourd'hui ou demain matin, je peux soit faire des analyses très précises météorologiques de pression, etc., soit utiliser une heuristique, me regarder par la fenêtre, est-ce qu'il y a des nuages? S'il n'y a pas de nuages, je ne prends pas mon parapluie. S'il y a des nuages, je vais prendre un parapluie. Des fois, je vais me tromper, mais ça marche relativement bien. Du coup, l'avantage de ces heuristiques, c'est que c'est efficient, ça marche relativement bien. Le problème, c'est que des fois,
ça nous induit en erreur. Des fois, par exemple, je suis en train de marcher chez moi et mon heuristique de proprioception, de positionnement de mon corps dans l'espace se trompe et je me prends le bout de la table alors que j'ai déjà navigué l'espace de mon salon plein de fois. Des fois, je vais essayer d'attraper un truc et ça va tomber. Et des fois, je peux faire des lapsus, me tromper dans ma tête ou faire des raccourcis qui peuvent être moins adaptés à la situation dans laquelle je suis. C'est vraiment une question, finalement, une question d'entraînement aussi. Alors, plus le temps passe, plus nos heuristiques se raffinent quelque part et notre cerveau n'oublie. Est-ce que notre cerveau n'oublie jamais alors ces heuristiques? Est-ce qu'il les transforme au fur et à mesure du temps ou est-ce qu'il y a certains éléments, enfin, si on s'arrête de jouer de la guitare oui, parler de la guitare, si on arrête de jouer de la guitare pendant tout un temps, on va avoir des difficultés à réapprendre. Par contre, il y a des choses comme l'équilibre à vélo qu'on ne va jamais oublier. On dit que ça ne s'oublie pas. Qu'est-ce qui peut faire la différence entre ces types d'apprentissage finalement au niveau de notre cerveau? C'est une super bonne question qui travaille beaucoup de personnes. Quand est-ce qu'on oublie une heuristique? Ça dépend de la tâche, ça dépend combien de temps on l'a fait, parce qu'on a plusieurs types de mémoire. On a des mémoires procédurales, les mémoires épisodiques, etc. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus intégrées et d'autres qui prennent plus de temps. Par exemple, quelque chose comme le vélo, on retrouve des fois des personnes qui deviennent amnésiques, donc qui oublient qui ils sont, qui oublient tout, etc., mais qui savent encore faire du vélo, qui savent encore jouer à la guitare. C'est une autre zone de mémoire, d'apprentissage, qui n'oublie pas, par exemple, comment parler, le langage. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est amnésique n'oublie pas la langue? Ça dépend de combien on l'a utilisé, de comment est-ce que c'est intégré, et auxquelles ressources est-ce qu'elle fait appel. Alors que d'autres choses, par exemple une langue aussi, si j'ai pris, je sais pas, latin quand j'étais au lycée, j'ai plus jamais utilisé. Je connais peut-être encore les citations que je trouve dans les albums d'Astérix, mais rien d'autre. Mmh. Justement, parler de langage, il y a une question qui nous est parvenue, nous demandant dans quelle mesure la pensée est un phénomène plus cérébral que le langage ou non. Et selon vous, est-ce que le langage va précéder la pensée ou l'inverse? Dans notre cerveau, il va y avoir des choses qui vont se créer avant même que l'on parle. On dit parfois je parle sans réfléchir. Est-ce qu'effectivement on peut parler sans réfléchir du tout? Ou est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui va précéder le langage? Alors, c'est là aussi une question quasiment philosophique. Je ne suis pas linguiste, donc ce n'est pas tout à fait mon domaine de compétence, mais je m'y connais un peu parce que je me suis pas mal intéressé au langage pour mon prochain livre. Le langage est quelque chose de très particulier dans le cerveau humain, en sachant que le langage, ce n'est pas la langue. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont des privations de langage, mais qui peuvent communiquer, comme par exemple dans les langues des signes, les personnes qui sont sourdes, les personnes qui sont déprivées de ce qu'on appelle, nous, le langage. Mais on a des aires du cerveau qui sont spécifiques pour le langage, chose qui est assez particulière, qui sont genre quasiment, c'est leur fonction, presque, je n'ai pas envie d'utiliser ce mot, mais presque inné. Après, pour parler sans réfléchir, oui, absolument. Si je considère que réfléchir, c'est des fonctions, ce qu'on appelle mon cortex préfrontal, là aussi je sursimplifie, mais c'est juste pour pouvoir répondre à la question. On peut parler sans passer par ce qu'on appelle le contrôle métacognitif. C'est comme des pensées automatiques. Un exemple que je donne souvent, c'est de pointer à plusieurs objets blancs. Quelle est la couleur du mur derrière moi? Blanc, la fenêtre blanche, le radiateur blanc, etc. blanc, et que boit la vache? Les gens vont dire du lait, alors que la vache, ça boit de l'eau. C'est par définition une réponse qui vient dans ce qu'on appelle une pensée automatique, c'est-à-dire je n'ai pas discuté avec moi-même. Souvent aussi dans les tours de magie, on piège ces pensées automatiques qui viennent toutes seules, c'est-à-dire sans qu'il y ait sans que le moi, quelque part, la partie de contrôle qui réfléchit de manière très déclarative, n'intervienne. Mais il y a quand même des processus qui peuvent être inconscients. Ce n'est pas l'inconscient de la psychanalyse, mais l'inconscient dans le sens qui ne passe pas par ce contrôle métacognitif, qui ont été quand même mis en place et qui ont donné ce truc. Notre cerveau est un organe en grande partie qui a deux fonctions. Il est prédictif et approximatif. Le cerveau est en train d'essayer de savoir de quoi est-ce que je vais avoir besoin pour sortir des choses. Par exemple, maintenant, je suis en train de vous parler, je ne suis pas en train de réfléchir en même temps à ce que je vais dire. Ça sort un peu tout seul parce que j'ai déjà réfléchi à ce sujet plein de fois, etc., etc. Ça devient comme une sorte de pensée automatique. Des fois même, je me retrouve en train de dire exactement la même série de mots à 3 conférences parce que ça devient une sorte d'automatisme, un peu comme jouer de la guitare. Et du coup, on n'est pas obligé tout le temps de passer par ce cortex préfrontal qui est vraiment dans ce contrôle métacognitif, et on peut avoir des pensées qu'on appelle automatiques, où je peux parler
sans réfléchir, entre guillemets. Mais il y a quand même un traitement de l'information qui est en train d'être fait. Quand vous parlez de cette pensée automatique, c'est vrai que là, vous citez des choses relativement positives. On peut revenir sur la musique, on peut revenir sur le fait d'avoir des choses automatiques lorsqu'on présente une conférence, etc. Mais il y a aussi le danger que notre cerveau peut, à un moment donné, faire des raccourcis et nous pousser vers, par exemple, de l'achat compulsif ou un vote compulsif ou un vote vers des gens qui, entre guillemets, vont manipuler ces heuristiques ou vont se servir de ces heuristiques pour, à des fins plutôt négatives. Bien sûr, absolument. On n'a même pas besoin d'aller dans l'ingénierie des pensées automatiques. On peut se saboter tout seul sans une aide externe. Par exemple, je ne sais pas, imaginez que moi, je suis jaloux. La jalousie, c'est quoi? Déjà, personne ne décide d'être jaloux. Personne ne se dit, moi, quand je serai grand, je vais être jaloux. On devient jaloux par concours de circonstances qu'on ne maîtrise pas vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire des traits de personnalité? Les traits de personnalité, c'est comment est-ce que j'interprète la réalité? À partir d'une réalité commune, la réalité est très, très ambiguë parce qu'on a ses ressources limitées. Je les interprète d'une manière ou d'une autre. Par exemple, si moi je suis jaloux, par définition, être jaloux, ça veut dire interpréter la réalité d'une certaine manière. Je cherche mon téléphone que je ne trouve pas pour illustrer mon propos, mais je ne le trouve pas, donc c'est pas grave. Ah si, je l'ai trouvé. Il est tombé dans mon fauteuil. Imaginez que je suis jaloux. J'appelle la personne avec qui je suis en couple. Elle ne répond pas. Je ne sais pas pourquoi elle ne répond pas. Être jaloux, ça veut dire ma pensée automatique va me dire, l'hypothèse prédictive et approximative de mon cerveau va me dire, elle te trompe. Ça va m'énerver, alors que peut-être elle a juste pas entendu le téléphone sonner. Être quelqu'un de colérique, ça veut dire être colérique. C'est quoi les traits de personnalité? Les traits de personnalité, c'est juste la manière dont j'interprète le réel. Être colérique, je suis en train de marcher dans la rue, quelqu'un me cogne l'épaule par erreur, et je me retourne et je lui dis, tu me cherches? J'interprète la réalité d'une manière automatique à partir d'une certaine grille, d'un certain filtre de la réalité. Et évidemment qu'il y a des personnes qui essayent d'influencer cette grille pour me pousser soit à consommer, soit à voter pour eux. Mais la persuasion, on est tous en train de la faire. Je suis en train d'essayer maintenant de persuader les gens qui nous écoutent que ce que je dis est intéressant, en train de persuader les gens d'essayer de venir à l'exposition, etc. Et effectivement, après, on rentre dans la morale et la valeur. Quelles sont les valeurs de persuasion qui sont acceptables, voire bonnes et souhaitables dans la société? Si par exemple je suis quelqu'un qui est humaniste, je veux qu'on se persuade à s'entraider plus, à être plus tolérant, à accepter nos différences, à s'intéresser à des choses communes, etc., etc. Et il y a aussi, si par exemple, je sais pas, je pense que pousser les gens à consommer, c'est mal, bah, je vais être un peu plus critique de certaines formes de marketing, etc., etc., ou de certaines opinions politiques que je pense seraient délétères au monde dans lequel je voudrais évoluer ou dans lequel je voudrais que mes enfants évoluent. Ce que je trouve aussi intéressant dans ce que vous avancez aussi dans plusieurs de vos conférences, c'est que l'idée, du coup, ce n'est pas peut-être de s'entraîner à contourner les heuristiques ou ne plus en avoir, parce que selon vous, c'est totalement impossible. Oui. L'idée, c'est plutôt de s'inscrire dans une logique corrective. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette idée de logique corrective par rapport à nos fonctionnements et à nos heuristiques? Oui, on ne peut pas ne pas avoir de biais, on ne peut pas avoir d'heuristique. Ne pas avoir d'heuristique et de biais, c'est un non-sens. C'est comme si je voudrais ne pas. Comme si je veux changer la morphologie, je ne veux pas avoir d'estomac et je veux pouvoir digérer avec ma jambe. Genre, c'est juste pas possible. On peut juste avoir des postures correctives. Donc, moi, par exemple, je travaille sur les biais depuis maintenant, je ne sais pas, 10, 15 ans. J'ai autant de biais que vous. Hein. Je n'ai pas un seul biais en moins que vous. La seule différence potentielle qui pourrait exister, c'est que moi, je me fais moins confiance. C'est-à-dire, je délègue une grande partie de ma réflexion à d'autres. Je ne me fais pas complètement confiance. Une des plus grosses erreurs, deux des plus grosses erreurs qu'on peut faire autour du raisonnement critique, la première, c'est de se dire, si tout le monde était comme moi, le monde irait mieux. C'est pas vrai. On a besoin d'une variabilité. Si tout le monde était comme moi, on aurait tout autant de moutons, parce que les gens disent, ah, les gens sont des moutons, ils ont besoin d'être rassurés. Si tout le monde était comme moi, le monde irait mieux. C'est pas vrai. Et la deuxième, c'est croire que le raisonnement critique, c'est réfléchir par soi-même. On ne peut pas réfléchir par soi-même. C'est pas possible. On a besoin de déléguer. Nous sommes des animaux sociaux. La question, c'est en qui est-ce qu'on a confiance et comment est-ce qu'on délègue pour pouvoir avoir cette posture corrective? Comment est-ce que je vais être le garde-fou des autres sur des sujets précis et comment je vais accepter que les autres soient mes garde-fous sur des sujets précis. Et on fait ça dans notre vie quotidienne sur plein de choses. J'ai délégué la création de ce téléphone, j'ai délégué la création de ces habits, j'ai délégué la création de ces écouteurs,
je délègue la personne qui me coupe les cheveux, je délègue plein de choses dans ma vie. Et pour une raison qui nous échappe, pour nos opinions, on veut déléguer à personne. Je veux faire mes recherches et décider pour moi-même. Mais on n'a pas les capacités d'être informé sur les OGM, le réchauffement climatique, le coronavirus, les solutions économiques, les solutions de logistique de la ville, l'architecture, etc., etc., etc. Et du coup, cette posture corrective, c'est d'accepter, de douter de soi, de me dire, je ne vais pas me faire confiance sur ce point, je vais essayer de corriger. Et pour corriger, je vais corriger à travers l'autre. Cette notion de en qui est-ce que j'ai confiance et comment je délègue ma confiance est centrale pour le bon fonctionnement d'un groupe d'Homo sapiens, d'un groupe d'humains. Et la question devient comment est-ce qu'on peut décider et faire ce choix. Alors du coup, est-ce qu'on ne se retrouve pas écartelé quelque part, puisque depuis, grosso modo, on va dire la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on est entré dans une société qui tend de plus en plus vers l'individualisme, vers des méthodes pour connais-toi toi-même, prends toi-même tes décisions, sois très fort, etc. Et ça entre quelque part en collision frontale avec l'idée de dire ben, je délègue une partie de cette confiance, alors qu'on n'arrête pas de me dire connais-toi, il faut que c'est toi. Comment est-ce qu'on peut, je veux dire, faire fonctionner ces deux éléments ensemble? C'est très compliqué et on est en train de le voir dans ce déliement de ce qu'on appelle le socle commun de réalité. Pour qu'une espèce fonctionne dans un système, en tout cas démocratique, c'est quoi un système démocratique? C'est un système de délibération commune. Parce qu'on oublie, des fois on se cache derrière le mot démocratie comme si c'est un truc genre de dingue. La démocratie, c'est un système de délibération de groupe. C'est une manière pour que plusieurs humains puissent décider ensemble. Dans un système démocratique, on a besoin d'avoir un socle commun de réalité, une réalité sur laquelle on s'accorde, et puis on a besoin de pouvoir être en désaccord sur comment traiter cette réalité. Pour faire très très simple, on a le chômage à 10%, on est tous d'accord que le chômage est à 10%, on est tous à peu près d'accord que ce n'est pas une très bonne chose, et après on est en désaccord sur comment le traiter. Pour faire encore plus simple, si je suis de gauche, je vais dire qu'il faut augmenter les aides sociales pour aider les personnes qui sont au chômage, voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir se responsabiliser et trouver du travail ou s'en sortir, etc. Si je suis de droite, je dis je vais réduire les taxes sur les sociétés pour qu'elles puissent embaucher plus et du coup créer de l'emploi. Je fais hyper simple juste pour expliquer mon propos. Ça, c'est très bien. On va débattre sur la place publique, sur l'agora et décider, et la personne qui nous persuade plus, on vote et on avance. Le problème, c'est quand on n'a plus de socle commun de réalité. Moi, je vous dis le chômage est à 10% et vous me dites non, il n'y a pas de chômage. Dans ce cas-là, il n'y a plus de débat de réalité commune sur comment traiter, il n'y a plus de réalité commune et on a un éclatement de ce socle commun de réalité. Et là, on va avoir un morcellement et une polarisation des sociétés qui vont faire émerger les opinions les plus polarisantes. Souvent, les opinions les plus polarisantes sont les opinions les plus extrêmes. Et ça, on le voit dans beaucoup d'études. Par exemple, si vous regardez le Sénat américain, et vous voyez le nombre de sénateurs qui votaient de manière bipartisane, donc de sénateurs démocrates et républicains qui votaient ensemble sur certains sujets qui sont supposés être communs à tout le monde, on peut voir, il y a des visuels que je pourrais vous envoyer, qui montrent comment, à partir des années très tôt, 1950, 1960, on voit une sorte de polarisation. Et en 2013, il y a genre 5 ou 6 votes qui ont été bipartisans. Et sinon, les personnes qui sont démocrates votent tout le temps avec les démocrates contre les républicains. Les personnes républicaines votent tout le temps avec les républicains contre les démocrates, indépendamment de leurs principes, indépendamment de tout. Et ça, c'est pour moi un des plus grands dangers aux sociétés démocratiques modernes, cette hyperpolarisation, parce que justement, elle empêche ces débats. On a besoin d'avoir des différences d'opinion, mais c'est très dangereux quand on a des différences de faits. Ça nous empêche de pouvoir fonctionner ensemble. Comment est-ce qu'on va le résoudre? On y réfléchit. Mais aussi parce que le problème, c'est qu'on est dans une situation où on va confondre ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la perception qu'on peut avoir des choses et les faits. C'est bien là aussi le souci. Mais puisque nous avons tous une perception qui va être différente, puisqu'on est le résultat d'une construction, etc., comment peut-on finalement répondre à quelqu'un qui nous dit « Mais non, mais c'est ma perception, ne viens pas avec tes chiffres, moi, c'est ma perception ». Il y a plusieurs choses. La première, c'est d'accepter qu'un fait n'est pas soit vrai, soit faux. La réalité n'est pas binaire. On peut avoir des pourcentages. Je peux me dire, par exemple, sur cette notion, je pense qu'il y a 40% de chances que ça soit ça, 30% de chances que ça soit ci, et 30% de chances où je suis indécis.
Je n'ai pas encore mon opinion. On peut suspendre son jugement. Le problème, c'est que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on est tout le temps soit sur des fake news, soit sur des vraies news. On a binarisé le monde. Et ça n'aide pas. Donc, moi, je suis par exemple, de manière très transparente, je fais partie du panel des experts du CSA pour la lutte contre la désinformation en ligne. Et une grande partie du boulot que je fais sur ce panel, c'est de leur expliquer qu'on ne peut pas s'en sortir en disant fake news, vraie news, fake news, vraie news, parce que beaucoup de fois, on ne sait pas. Et c'est important de garder une place, surtout sur des sujets qui sont très, très récents, sur des sujets très politiques. Par exemple, il y a une guerre quelque part, et les gens disent oui, c'est lui, non, c'est pas lui. Ben, il y a une guerre, la qualité informationnelle est mauvaise. Du coup, c'est aussi important de savoir suspendre son jugement pour ne pas perdre la confiance, de savoir comment pondérer nos opinions. Je veux me dire, sur le coronavirus, au début, les gens disaient c'est une grippe, non, c'est pas une grippe, oui, c'est une grippe. On ne sait pas. Et c'est important de prendre ce temps, de ralentir et d'accepter que les faits, c'est des faisceaux de preuves. Et ces faisceaux de preuves, on peut soit y faire confiance, plus ou moins. C'est comme si je vous dis, ma voiture est tombée en panne, pour la fixer, je vais mettre une canette de coca sur le toit. Vous me dites, mais ça ne va rien faire. Je vais vous dire, comment est-ce que vous en êtes sûr? Comment est-ce que vous le savez? Peut-être que ça va marcher. Peut-être que sur un coup de chance, ça va marcher. Si je vous dis non, ça ne va pas marcher, on ne va jamais avancer. Mais on peut se dire, quel est le pourcentage que ça puisse marcher? Et là, on peut commencer. Vous allez peut-être me dire, ben moi, je pense que ça a 60% de chances de marcher. Je veux dire, moi, je pense que ça a 95% de chances que ça ne va pas marcher parce que derrière, il y a ce qu'on appelle les modèles théoriques. Du coup, comment est-ce que la canette de coca va influencer le moteur? Et là, quand on commence à parler de comment les choses marchent, pas juste si c'est vrai ou pas, quelles sont les chances que ça soit vrai, quel est le modèle théorique derrière, pourquoi est-ce que ça pourrait être vrai, pourquoi déjà le débat n'est plus identitaire, c'est plus une sorte d'attaque d'opinion sur opinion. On est en train d'essayer de parler d'un modèle en commun. Et deux, on n'est plus dans une sorte de défense automatique parce que je ne suis plus en train de vous dire vous êtes dans le tort et moi j'ai raison. Souvent on me dit comment est-ce que tu fais pour convaincre par exemple un complotiste? Je donne tout le temps la même réponse. Je leur dis, je commence par me demander peut-être que c'est moi le complotiste. Qui va me protéger de moi? Qui va me protéger quand c'est moi qui suis en train de me berner? Et si moi j'accepte jamais que peut-être c'est moi qui me trompe, pourquoi est-ce que l'autre va accepter que c'est lui qui se trompe? Et du coup, c'est important de faire ce travail, de questionner comment, pourquoi. Et comme ça, je peux aussi prendre conscience de quand je ne sais pas comment ça se fait. Si quelqu'un va venir me dire les OGM, c'est mauvais pour la santé, au lieu de lui dire mais non, des études ont montré que, et lui il me dit non, des études ont montré que oui. Comment? Est-ce qu'on est capable de savoir c'est quoi un OGM? Est-ce qu'on est capable de tracer comment un changement d'un gène, donc d'un codon, d'une base aminée, de quoi est-ce qu'on parle dans le gène? Est-ce que c'est une lettre dans le gène, deux lettres dans le gène, un codon entier, une protéine, un acide aminé, une polymérase? Est-ce qu'on sait c'est quoi ces mots? Comment est-ce que ces choses sont en train de changer et d'impacter quoi dans le corps humain pour arriver à ce que dire si c'est bon ou si c'est complètement inoffensif? On commence à avancer, et pas seulement on commence à avancer, on commence aussi à prendre conscience peut-être de la limite de nos connaissances sur ce sujet. Et là, on peut reavoir ce débat sur la réalité commune, au lieu que ça soit juste être attaché à mon opinion, être plutôt attaché à pourquoi j'ai une opinion, pour me laisser la chance d'avoir cette flexibilité mentale, cette marge de manœuvre pour changer d'avis. Mais cette prise de temps de réflexion, aujourd'hui, on va un petit peu, pas dire mettre les pieds dans le plat, mais quand on se tourne vers les réseaux sociaux ou même, hélas, vers de plus en plus les médias classiques, ils ne prennent plus ce temps de la réflexion pour des raisons évidemment souvent liées à l'économique, au fait qu'ils doivent être présents rapidement. On dit si après 10 minutes un site internet n'est pas mis à jour, les gens s'en désintéressent, les utilisateurs s'en désintéressent, etc. Comment est-ce qu'on pourrait finalement réinventer ou réinjecter du temps dans cette mécanique qui semble en tous les cas s'être totalement emballée sur les 8-10 dernières années? Je pense que le réel va faire en sorte qu'on va être obligé. On est en train tous de voir la limite de ce modèle, même les médias me contactent pour me demander comment est-ce qu'on peut faire. Et c'est pas vrai que les gens ont besoin de trucs rapides. Souvent, on me dit, ouais, sur Internet, sur les réseaux sociaux, si une vidéo fait plus de 3 ou 4 minutes, les gens zappent et ne regardent pas, etc. Et je leur dis, pourquoi est-ce qu'ils passent 10 heures sur Netflix? C'est pas vrai que c'est un truc inhérent à notre cerveau, qu'on a besoin de trucs courts et rapides. C'est une sorte d'histoire qu'on s'est racontée. On peut passer 10 heures sur Netflix à regarder tous les épisodes de Breaking Bad ou de Game of Thrones. Il n'y a qu'une raison de ne pas le faire. C'est notre responsabilité commune. Souvent, quand on parle de ces problématiques que j'appelle les problématiques systémiques, on se sort du truc. Comment est-ce qu'on peut faire comme si les médias
on appelle ça de l'anthropomorphisation. On parle des médias comme si c'est une entité qui réfléchit à elle seule. Mais les médias sont constitués d'humains. Ces humains sont des journalistes. On peut faire des cours dans les écoles de journalisme pour faire des formats plus longs, pour faire une temporalité plus courte. On peut travailler sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse prendre le temps de produire du contenu qui soit moins rapide, être moins dans la dégaine rapide. Et surtout, encore une fois, la réalité est en train de montrer les limites de cette partisanship, d'être hyper partisan, parce qu'il y a les causes économiques, mais il y a aussi les causes idéologiques, de vouloir tout le temps défendre. On peut essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut changer nos modèles politiques. Quand on a des politiciens qui sont beaucoup plus obnubilés, parce qu'on les pousse à ça, hein, je ne les blâme pas, par leur réélection et du coup de vouloir jamais lâcher du terrain. Moi, mon rêve, c'est d'être en train de regarder un débat en politicien à la télé et que l'un dit à l'autre ou l'une dit à l'autre, je vous ai entendu, en fait, je change d'avis. Vous m'avez convaincu. Genre, sur ce point, je pensais A, et après vous avoir écouté, maintenant je pense B. Moi, je voterai pour cette personne. Malheureusement, on envoie des signaux aussi à nos politiciens qu'il ne faut jamais qu'ils disent qu'ils se sont trompés, qu'il faut tout le temps qu'ils aient une réponse. Quand la pandémie a commencé, j'ai écrit une tribune dans Libération avec un collègue à moi sur cette volonté politique de tout le temps essayer de blâmer l'individu pour ne pas se responsabiliser le système, de dire, vous, par exemple en France, vous devez aller voter pour les élections municipales, mais vous ne pouvez pas aller dans les parcs. On appelle ça des injonctions paradoxales. Les masques, ça ne sert à rien, puis en fait, si, les masques, ça sert à quelque chose, puis non, puis si, puis non, mais il faut laver vos courses, mais en fait, non, ça ne sert à rien, etc. De dire, on ne sait pas, on s'est trompé, qui connaît une sorte de respect pour l'intellect de tout le monde, de ne plus être dans cette forme de paternalisme, de vouloir donner les réponses. J'ai écrit une tribune aussi, j'écris une tribune dans l'Express une fois par mois, sur par exemple, que les gens ont besoin d'être rassurés. J'étais la dernière fois à la télé et une journaliste me posait une question, me disait, mais les gens ont besoin d'être rassurés, ont besoin de réponses. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez besoin d'être rassurés? Elle me dit, non, pas particulièrement. Je dis, pourquoi est-ce que vous serez différente des gens? De réaliser qu'on a tous, qu'on peut accepter les choses comme elles sont, de ne plus décider à la place des autres de qu'est-ce que je devrais leur dire ou pas. Encore une fois, la démocratie, c'est un système de délibération de groupe. Ce n'est pas une boîte. Donc, le président peut donner des informations à ses citoyens. Il n'a pas besoin de les cacher comme si c'est une boîte et il ne faut pas que les employés sachent qu'est-ce qui est en train de se faire, etc. C'est un système qui est supposé être transparent et pas paternaliste. Ce n'est pas un truc qui est supposé être aussi paternaliste qu'aujourd'hui. Je pense qu'on hérite beaucoup de la royauté, qu'on hérite beaucoup de plusieurs choses, mais je pense que petit à petit, on est en train de réaliser qu'on ne peut pas continuer dans cette posture de certitude. La certitude est quelque chose qui fait perdre la confiance et on est une espèce sociale. Et on ne peut sortir qu'à travers une délégation de la confiance. Et ça doit aussi, alors j'imagine, commencer dès le plus jeune âge au niveau de l'éducation, parce qu'on peut voir à quel point certains professeurs ont énormément de difficultés à dire lorsqu'une question est posée dans une classe, je ne sais pas, on y répondra demain. La réponse, elle est même parfois, tais-toi, j'ai pas besoin de ta question. Donc ça doit démarrer très tôt alors. À l'école et à la maison aussi, les parents se mettent une pression énorme pour vouloir répondre à tout, ou bien quand ils ne savent pas de dire genre bye au lieu de dire je ne sais pas. À l'école, moi je milite énormément pour qu'il y ait des cours de raisonnement critique à l'école à partir d'un très jeune âge. Il y a plusieurs associations comme La Main à la Pâte à Paris avec Elena Pasquinelli, le Centre de recherche interdisciplinaire de François Tadei, etc., les aventuriers du cerveau qui travaillent à ça. Malheureusement, mettre en place des changements dans les programmes d'éducation nationale sont très difficiles, mais il y a de plus en plus de lycées qui prennent l'initiative personnelle de donner des cours de raisonnement critique à partir d'un très jeune âge, en sachant, et ça c'est très important pour moi de le dire, si on a tous un bon esprit critique, on ne va pas tous arriver à la même réponse. On va être juste en désaccord pour des raisons qui ne sont pas fallacieuses. Beaucoup de gens pensent que si on pense tous de manière, entre guillemets, rationnelle, c'est le chemin vers la pensée unique. Ce n'est pas vrai. C'est juste qu'on serait en désaccord pour des raisons plus saines. On serait en désaccord sur une réalité commune versus être en désaccord sur les faits, ce qui est mauvais. Être en désaccord sur comment gérer les faits, c'est une richesse qu'on a besoin de protéger. Encore une fois, penser que si tout le monde était comme moi, le monde serait meilleur est une erreur. Du coup, c'est important, c'est pas quoi penser, c'est quels sont les fonctionnements de mon cerveau, un peu comme ce qu'on montre dans l'exposition, et comment je devrais des fois me faire moins confiance.
C'est tout. Oui, oui, vous dites souvent d'ailleurs, on a l'habitude de se faire confiance et de ne pas faire confiance aux autres, d'arriver avec un a priori de peur ou en tous les cas de méfiance par rapport aux autres. Et on devrait inverser Ouais. cette équation-là finalement. C'est se faire moins Moins confiance confiance. et plus confiance aux autres. Euh, mais alors la difficulté, c'est comment on arrive à faire société si effectivement on est d'accord sur les faits, mais on n'est pas d'accord sur le traitement. Parce qu'on se fait pas voilà, on n'a pas. Comment on arrive à faire société Bah déjà, si on est d'accord sur les faits, on est en train de faire société ensemble. Ben juste une ouais, remarque, ne pas se faire confiance, ça ne veut pas dire ne pas avoir confiance en soi. C'est deux choses qui sont très différentes. ouais, Paradoxalement, j'ai pardon, besoin ouais. d'avoir confiance en moi pour pouvoir ne pas me faire confiance. C'est souvent quand j'ai pas confiance en moi que j'ai besoin de me protéger et du coup que que je veux juste faire confiance à moi-même. Donc ça, c'est pour la remarque. Pour faire société, on a juste besoin d'être d'accord sur les faits. Si on n'est pas d'accord sur comment les traiter, on fait des élections et la personne qui gagne essaye de traiter et si elle n'y arrive pas, théoriquement, elle devrait ne pas être voté la fois d'après, etc., etc. Mais déjà, pouvoir faire société sur les faits, c'est déjà un pas énorme. Genre, le problème maintenant qu'on est en train d'avoir, c'est est-ce qu'on est en train de pouvoir faire société sur les faits. Le traitement des faits, bah, ça dépend des sujets. Il y a certains sujets, je pense, qui devraient être euh, euh, basés sur un peu les preuves. Quelle est la meilleure connaissance qu'on a sur comment gérer la société et du coup appliquer ça. Ça peut être des problématiques climatiques, des problématiques sur l'éducation, etc., etc. Et d'autres sujets, ça va être dirigé par les valeurs qu'on veut défendre. Et les valeurs, c'est des choses qui dépendent de chacun et il n'y a pas de manière non biaisée d'arriver à des valeurs. L'âge de vote, la peine de mort, etc., etc., etc. Ça, c'est des valeurs. On présente nos arguments et on espère que l'équipe dans laquelle on se trouve, le camp dans lequel on se trouve, arrive à persuader plus de gens que d'autres et de partager des valeurs communes. Mais déjà, si on arrive à être d'accord sur les faits, le traitement des faits, déjà serait beaucoup plus intéressant que de passer énormément de temps à débattre si les faits sont là ou pas. Quoi. Il y a quelques questions qui nous arrivent pendant qu'on est en Allez. train de discuter. Et là, j'ai une question sur les biais cognitifs, justement. Est-ce qu'ils sont parfois en compétition? Et comment notre cerveau résout-il finalement une compétition qui peut entrer entre deux biais ou trois ou quatre ou 10 biais cognitifs quand on traite une situation? Absolument. On peut avoir plusieurs biais cognitifs en compétition entre eux, selon qu'est-ce qui est en train de se passer. Par exemple, imaginez que moi, je suis fumeur et je sais que fumer tue. Euh, je suis dans ce qu'on appelle une dissonance cognitive et je dois résoudre cette dissonance cognitive. Donc, je peux la résoudre de plusieurs manières. Soit j'arrête de fumer et je change mon comportement, mais je peux avoir aussi plusieurs biais qui peuvent venir interagir dans tout ça et être en compétition. Je peux me dire, de toute façon, on va tous mourir un jour, donc c'est pas si grave. Je vais me dire, ouais, de toute façon, on n'a plus rien, on a le droit de plus rien faire aujourd'hui. Et en plus, on veut me priver de ce petit plaisir que j'ai dans la vie, etc., etc. Je peux être au casino, par exemple. Je suis en train de jouer et je suis tiraillé entre ce que j'appelle le biais d'optimisme, pas que j'appelle, ce qu'on appelle le biais d'optimisme, donc de me dire j'ai perdu, mais je suis optimiste, je vais gagner la fois d'après. Et par exemple, les biais de sunk cost fallacy, les biais du prix que j'ai payé, j'ai déjà payé $100, il faut que je récupère 100 €, donc je vais jouer encore plus. Et vouloir arrêter, l'aversion à la perte, je ne veux plus perdre, donc je suis obligé d'arrêter. Et selon notre tempérament, selon les situations, certains biais peuvent même faire équipe ensemble et pousser un comportement, alors que d'autres biais vont faire équipe ensemble pour pousser vers d'autres comportements. Biais heuristiques, évidemment. Donc oui, absolument, les biais peuvent être en compétition, peuvent se faire équipe ensemble, arriver ensemble. Les biais de sélection viennent souvent avec les biais de confirmation, par exemple. Et il y a plusieurs manières de regrouper ces biais. Et aussi, nos états mentaux peuvent activer certains biais, désactiver d'autres. Quand je suis stressé, je vais privilégier des biais de catastrophisation, des biais de personnalisation. Quand je suis fatigué, je vais être plus irritable, par exemple, traiter l'information différemment, etc. Donc absolument. Et alors, il y a une personne qui s'intéresse et qui nous pose la question, que pensez-vous de la psychanalyse et des rêves par rapport au fonctionnement de notre cerveau au quotidien? Euh, alors, les rêves, euh, c'est quelque chose qu'on est encore en train d'étudier. Je ne m'aventurerai pas à donner une explication nécessairement aux rêves. On ne sait pas si c'est des trucs complètement dus au hasard ou si c'est une réorganisation des pensées de la journée. On sait juste que c'est vital, que si on ne rêve pas, plein de choses déconnent et ça ne marche plus très très bien. Mais
Et je n'ai pas encore la réponse. Je parle depuis tout à l'heure de dire quand on ne sait pas, on ne sait pas. Je n'ai pas la réponse pour les rêves. On a plein d'études, mais c'est comme ça. Sur la psychanalyse, je m'y connais un peu plus. Et il faut séparer, quand on parle de psychanalyse, il faut séparer deux choses. Souvent, quand on parle de psychanalyse, on mélange deux trucs. Il y a d'un côté la psychanalyse en tant que modèle explicatif du développement de l'appareil psychique humain, et il y a la psychanalyse, la pratique de la psychanalyse en thérapie. Sur la psychanalyse comme modèle explicatif du développement de l'appareil psychique humain, une grande partie a déjà été, on va dire, m'a montré que ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche, que l'Oedipe n'est pas universel, que tout ne se joue pas dans la petite enfance, que les stades orales, phalliques, machin, c'est pas comme ça que ça marche, qu'on n'a pas juste trois organisations dans notre psyché, le moi, le ça et le surmoi, qui sont en train, le ça qui essaye de nous pousser à faire des pulsions, le surmoi qui essaye de faire le flic, et le ça et le moi qui est sandwiché entre les deux, etc. Tout ça, on pense que c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche du tout, ça marche pas. Par contre, c'est pas parce qu'un modèle théorique n'est pas bon que une pratique issue de ce modèle théorique ne peut pas faire du bien. Et il y a beaucoup de gens que la psychanalyse a aidé. Et on ne va pas aller leur dire non, c'est pas vrai, c'est pas la psychanalyse qui vous a aidé. Les psychanalystes peuvent aider beaucoup de gens qui souffrent de plusieurs problématiques en utilisant cette grille de lecture. Même si cette grille de lecture, d'un point de vue théorique de développement de l'appareil psychique humain, on sait que ce n'est pas vrai. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Aujourd'hui, on assiste à une sorte de nouveau courant de la psychanalyse qui s'appelle le courant psychodynamique, qui essaye d'utiliser une approche plus basée sur les preuves dans le côté pratique des choses et qui semble être relativement assez efficace dans alléger plein de souffrances psychiques. Mais ça n'a rien à voir avec un modèle explicatif du développement de l'appareil psychique humain. Et c'est deux sujets qui sont très, très différents. Et c'est très, très important de décider de quoi on parle quand on discute de la psychanalyse. Du coup, si la personne qui a posé une question veut que je rentre plus dans le détail du modèle théorique ou de l'application pratique, ce serait avec plaisir. Mais c'est deux choses qui sont différentes. On verra si elle nous recontacte dans le fil de la soirée. Ce qui est intéressant aussi, vous venez de dire qu'il y a des représentations qu'on peut avoir qui ont changé, qui changent au fil du temps. Moi, je trouve intéressant aussi, vous avez amené le fait que dans l'une de vos conférences, vous dites que cette fameuse idée d'avoir un cerveau gauche et cerveau droit, c'est aussi une représentation complètement fantasmée ou qui a été défendue à un moment donné, et c'est plus du tout le cas maintenant. Oui, absolument. Là aussi, c'est un autre mythe. En fait, c'est normal dans la construction des connaissances, on ne peut pas avoir tout bon du premier coup. Du coup, par exemple, Freud, il a le mérite d'avoir popularisé une certaine manière de s'intéresser à l'appareil psychique humain. Mais aussi, on ne peut pas lui mettre trop de responsabilités sur les épaules que la première personne qui développe un modèle théorique du développement de l'appareil psychique humain va avoir bon du premier coup. De la même manière, on aime bien, il y a un article scientifique, c'est un de mes articles scientifiques préférés qui s'appelle The Mythical Number 2, le numéro 2 mythique. On aime beaucoup faire des modèles dualistes des choses. Et du coup, à une période, quand on a découvert que le langage est latéralisé à gauche, on s'est dit plein de fonctions sont latéralisées. Et du coup, on a dit qu'il y en a un hémisphère de notre cerveau qui est responsable de tout ce qui est créatif et un hémisphère responsable de tout ce qui est analytique. Ça aussi, aujourd'hui, on sait que c'est faux. Comment on sait que c'est faux? En faisant des tâches et en voyant que on utilise nos deux hémisphères, beaucoup aussi basé sur des accidents, des AVC. Une personne qui a un AVC dans son hémisphère droit n'a pas automatiquement perdu ses fonctions analytiques, mais à travers des patients qu'on appelle des patients callotomisés, à qui on a coupé par exemple le corps calleux, qui relie l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit, et ça fonctionne quand même, mais aussi parce que l'acte créatif a besoin d'analytique. Quand je sais pas, je suis allé à Madrid il y a quelques années et j'ai vu Guernica de Picasso avant d'arriver à la pièce dans le Reina Sofia Museum, avant d'arriver à la pièce où il y a Guernica, il y a plein de petits dessins où Picasso s'entraînait à faire la grosse toile. Du coup, il avait une approche aussi très analytique de cette créativité, de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il va utiliser, comprendre la proportion, la perspective, etc. etc. On pense que l'acte créatif, c'est quelque chose qui est complètement flou et que l'acte analytique est très précis. Mais par exemple, les scientifiques, on a besoin de beaucoup de créativité pour pouvoir imaginer un modèle théorique. Quand Benjamin Franklin, il est complètement fasciné par l'orage, du coup décide d'accrocher un cerf-volant avec un fil de fer et une clé dans une bouteille pour choper la foudre dans sa bouteille, c'est complètement dingue. Il n'y a rien de rationnel là-dedans. Et du coup, cette division des choses est là aussi fallacieuse.
Et je vois dans les questions-réponses que le monsieur sur la psychanalyse me relance sur qu'est-ce qui me permet de dire que ce modèle théorique est faux. En fait, on ne peut pas Oui. prouver que des choses sont vraies, mais on peut prouver que des choses sont fausses. Et ce qui nous permet de voir que c'est faux, c'est qu'on a maintenant le recul de savoir que tout ne se joue pas dans la petite enfance. Il y a des personnes qui ont une petite enfance et qui derrière vivent un trauma à l'adolescence et ça les impacte beaucoup plus que des personnes qui ont vécu à l'enfance. On sait qu'on n'a pas le ça, le surmoi et le moi qui est sandwiché au milieu parce qu'on a une meilleure compréhension de l'organe qui est le cerveau dans lequel tout ça se trouve. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui est bon. On pense que, par exemple, certains mécanismes de défense ont une certaine pertinence. Et encore une fois, je vous invite à lire la neuropsychanalyse, une branche de la psychanalyse qui essaye de voir les bases biologiques de la psychanalyse. Moi, je fais partie d'une discipline qui s'appelle les sciences cognitives. Et les sciences cognitives, on veut faire ce qu'on appelle de la transdisciplinarité. On veut développer des modèles théoriques qui soient cohérents aussi bien avec la psychologie, donc le vécu, la neuroscience, la biologie, la sociologie, la linguistique, la philosophie, etc., et de créer des modèles théoriques qui soient cohérents à tous les niveaux, pour ne plus étudier l'humain sous une couture en oubliant l'autre. Du coup, quand quelqu'un veut dire, par exemple, que l'Oedipe est universel, ben, il est où dans le cerveau, il est où dans la philosophie, il est où dans la sociologie, il est où dans la linguistique. Sinon, on appelle ça la charge de la preuve. C'est aux psychanalystes d'apporter de meilleures preuves que juste l'observation de Freud, que l'Oedipe est universel. Et du coup, je retournerai la question et je demanderai qu'est-ce qui permet de dire que l'Oedipe est universel à un psychanalyste, quelles sont les preuves autres que je l'ai observé. Et ça devient de l'épistémologie. Et ça, c'est des débats qui peuvent être très, très intéressants. Je ne pense pas qu'on a le temps aujourd'hui de rentrer dedans, mais il y a beaucoup, beaucoup d'articles sur ces sujets. Encore une fois, ce n'est pas juste dire non, c'est pas vrai ou oui, c'est vrai. On est sur de la pondérance. Quelle est la chance que tous les humains passent par un syndrome de l'Oedipe? Quelle est la chance, quelle est la probabilité que tous les humains, que toute notre vie psychique soit organisée en 3 instances, un ça de pulsion, de sexe, l'éros, un moi au milieu et un surmoi qui est là pour jouer le flic, et Thanatos, les pulsions de mort. Quelles sont les chances que toute la vie psychique soit juste résumée par ces 3 instances? Et du coup, quand on parle comme ça, on aura plus de chances d'avancer. Encore une fois, ça serait trop long et je ne pense pas que c'est le but, mais il y a beaucoup d'écrits sur l'épistémologie derrière ces questions-là. Comme on l'a dit, ce sera une soirée avec pas mal de frustration, mais bon, ça permet effectivement d'ouvrir des champs d'exploration pour les uns et pour les autres. Et puisqu'on est dans les questions qui, à mon avis, ne peuvent pas être résolues en 10 minutes, en encore une petite, qu'en est-il de l'influence de la religion sur notre cerveau et sur l'esprit humain et les Alors, récits religieux? c'est plus les récits. Ce qui est très intéressant avec les récits, c'est que la majorité de nos choses sont des récits. Hein. Là, quand on parle de religion, on n'a même pas besoin de questionner si c'est vrai ou si c'est faux. C'est complètement pas important. Il y a même un chercheur qui a fait cette recherche géniale. C'est une personne qui est complètement athée et qui s'est dit, je vais voir est-ce que ça sert à quelque chose de croire, qui a inventé sa propre religion. Donc, il sait que sa religion est fausse, mais il a créé toute une histoire, une déesse, il a créé des statuettes, il a créé une sorte de Bible, etc., etc. Et il priait tous les soirs à sa déesse que lui, il a inventée. Il retrouve des bénéfices, comme les bénéfices de la prière, en sachant que ça dépend de ce qu'on fait de la religion. Est-ce que c'est juste, par exemple, faire le chapelet? Du coup, ça devient comme de la méditation, c'est comme répéter. Donc, c'est des tâches de ce qu'on appelle, pour utiliser des mots techniques, de désengagement attentionnel. Je vais porter mon attention sur un truc et du coup, je ne pense pas à autre chose. Et ça a des vertus quasiment anxiolytiques. Ça peut aider beaucoup avec l'anxiété, de répéter une même prière, un peu comme les mantras, un peu comme jouer aux jeux vidéo ou n'importe quoi qui a une ressource attentionnelle qui m'en prend énormément. Est-ce que c'est la religion, la construction sociale, identitaire, de sentir que j'ai une cohésion et que j'appartiens à quelque chose de plus grand que moi, qu'on peut retrouver par exemple dans l'appartenance à certains supporters de foot ou des choses comme ça? Encore une fois, on ne parle pas du tout de l'existence ou non de la religion, mais de l'effet que ça a dans le monde social, en sachant qu'une grande partie de nos constructions sont des récits. Vous êtes en Belgique, je suis en France, c'est deux concepts qui n'existent pas. C'est une histoire qu'on s'est racontée. À la frontière entre la Belgique et la France, il n'y a pas quelque chose qui délimite. C'est des inventions humaines. Mais on les accepte. Et du coup, c'est comme des sortes de conventions où on a tous dit, OK, on va les accepter. Et peut-être qu'un jour, on va se dire, non, on ne va plus les accepter. C'est comme ça que, pourquoi est-ce qu'on ne croit plus en Zeus? Pourquoi est-ce qu'on ne croit plus en Poséidon? Pourquoi est-ce qu'on ne croit plus en Ra ou en Thoth ou en, je ne sais pas, Quetzalcoatl? On change nos conventions, ce qu'on se raconte, et les effets que ça a pour pouvoir répondre à la question quelle est l'influence de la religion sur l'esprit humain, il faut déjà spécifier quoi dans la religion.
Est-ce que c'est l'acte social de faire partie d'une communauté? Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est le guide des valeurs morales et éthiques d'une personne? Toutes ces choses ont différentes conséquences. Et surtout, est-ce qu'il y a d'autres religions? Est-ce qu'il y a d'autres récits explicatifs du monde qui sont en compétition ou pas? Parce que si on est 10 personnes et on a tous la même croyance, c'est complètement différent de si on est 10 personnes et chacun a sa croyance. Du coup, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de religion? Et c'est quelque chose qui est très, très différent. Peut-être pour le préciser, ce qui peut être, encore une fois, peut-être dangereux, c'est quand la religion propose peut-être elle-même ses propres heuristiques, donc des grilles de lecture qui sont imposées aux croyants. Est-ce que là, il n'y a pas effectivement, on n'entre pas là dans l'influence de notre cerveau par des récits justement, mais des récits qui s'imposent, qui n'admettent pas la critique, qui n'admettent Si, pas la remise en question? bien sûr, mais pour moi, là, on n'est plus dans la question qu'en est-il de l'influence de la religion sur l'esprit humain. Là, on est plus dans quelle est l'influence de forcer des récits sur d'autres humains. Et là, on est plus dans un rapport de force, de domination, d'empêcher l'autre d'avoir son altérité, d'avoir son agentivité. L'agentivité, c'est de pouvoir être agent de ma propre vie. Et là, c'est l'application des récits qu'on se raconte dans des faits sociétaux. C'est pour ça que je questionnais, quand on parle de religion, il faut savoir de quoi on parle dans religion. Est-ce qu'on parle d'un modèle explicatif, d'un modèle de cohésion sociale, d'un modèle de division sociale, d'un modèle de domination sociale? Parce que la religion a tantôt été des structures qui ont défendu les arts et les sciences. Gregor Mendel, le père de la génétique, était un moine. Une grande partie de la science, la physique, ça vient de l'arabe el-physia, la chimie, c'est al-chimia. Tout ça, c'est de l'arabe qui était protégé par le califat à une période. Et dans d'autres périodes, que ce soit l'Église, le califat, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, tous ont été hyper obscurantistes, ont empêché la connaissance commune d'humains qui, encore une fois, essayent de faire société ensemble. Et du coup, tout dépend de comment est-ce qu'on applique. Parce qu'encore une fois, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Un, c'est pas ma spécialité, et deux, je trouve ça complètement inintéressant jusqu'à ce que quelqu'un m'explique pourquoi est-ce que Zeus n'est plus vraiment fiable, genre, ou Poséidon. Pour revenir alors du coup plus largement sur la confiance qu'on peut avoir et surtout sur le fonctionnement de notre cerveau, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part un côté paradoxal à chercher à démonter ces heuristiques ou en tous les cas à essayer de les surveiller entre guillemets ou de ne pas tomber dans certains pièges, mais en même temps notre cerveau il déteste l'inconfort. Est-ce que cette réflexion-là ne mène pas finalement une forme d'inconfort et ne risque pas à terme je ne vais pas dire d'aller jusqu'au déséquilibre, mais je doute de tout et donc mon cerveau n'est plus du tout dans une situation de confort, ce qui semble être, je ne sais pas si c'est sa fonction par défaut, mais déjà, c'est très très important de ne pas tomber dans le relativisme. Donc, je profite de ça. Pardon, je me suis coupé. Si vous voulez continuer la question, je pensais qu'elle était finie. Non, pas du tout. Allez-y. Le but, c'est pas de tomber dans le relativisme, c'est dire tout se vaut. C'est pas vrai. Il faut pas douter de tout de la même manière. Je peux pas douter que je suis en train de vous parler de la même manière que douter qu'il y a un dragon à côté de moi hors caméra. On revient à cette notion de probabilité. J'ai besoin de pondérer mon doute. Il y a des choses sur lesquelles je vais douter à 10%, à 80%. C'est important de ne pas tomber dans la fausse équivalence et de se dire tout est à 50-50. C'est pas vrai. On ne peut pas avancer dans ce cas-là. Concernant l'inconfort, tout dépend de par où est-ce qu'on puise notre confort. Et je peux puiser mon confort dans mon incertitude. Je peux me dire que je suis quelqu'un de bien parce que je suis humble et je doute. Et du coup, c'est important de savoir comment est-ce que je construis cette identité que j'ai et de ne pas tomber dans ces extrêmes de comment est-ce que je fais ou de décider que les gens ont besoin d'éviter leur inconfort, qu'ils ont besoin d'être rassurés ou des choses comme ça. Ça dépend d'où est-ce que je puise ce récit que je me raconte sur moi et sur les autres. Alors, il nous arrive encore une question qui revient sur l'enseignement. On nous dit sans doute il est extrêmement important, mais d'un autre côté, est-ce qu'il n'y a pas parfois une tendance à fermer certains chemins, voire à empêcher la découverte de certaines connaissances chez les enfants? Ne faudrait-il pas revoir la formation des enseignants, notamment pour ceux qui forment et éduquent les tout petits? Si, absolument. On a besoin d'une refonte de nos systèmes éducatifs. Je ne sais pas en Belgique comment ça se passe, mais en France,
Il y a un CNRS, un Centre national de la recherche scientifique. On n'a pas un CNRE, on n'a pas un Centre national de la recherche des sciences de l'éducation. On a besoin de revoir les choses dans l'éducation. Bien sûr que beaucoup de fois, on enseigne d'une manière qui n'est pas très bonne. Par exemple, enseigner en silo, la physique d'un côté, la chimie de l'autre, les maths de l'autre. On pense que ce n'est pas une très très bonne manière de faire. On pourrait enseigner par sujet, par exemple, au lieu d'enseigner la physique seule, la chimie seule, la trigonométrie seule, les maths seules, par exemple, demander comment fonctionne une balançoire, quelle est la taille d'une corde que je devrais faire pour pouvoir me balancer sans que mes jambes touchent le sol. Et pour résoudre à cette question, j'ai besoin d'apprendre le théorème de Pythagore, parce qu'il y a plein de triangles rectangles qui se font sur une balançoire. J'ai besoin d'apprendre un peu de trigonométrie, j'ai besoin d'apprendre la tension des cordes, j'ai besoin d'apprendre la solidité des matériaux. Est-ce que je fais un truc en bois, en plastique, en papier? Comment est-ce que quelque chose se casse? Quels sont les liens covalents qui existent entre les atomes, etc. Et du coup, il y a plein de manières d'apprendre. D'ailleurs, je fais une conférence souvent qui s'appelle « Apprendre à apprendre », de questionner explicitement comment est-ce qu'on peut apprendre, mais aussi apprendre à désapprendre. Si j'ai appris quelque chose qui est mauvais, comment est-ce que je désapprends quelque chose? Parce que beaucoup de fois, on a besoin aussi de désapprendre, pas justement d'apprendre. Effectivement, beaucoup de fois, dans la volonté de vouloir faire en sorte que nos enfants réussissent leurs examens, on peut fermer des chemins de la connaissance, on peut fermer certains exercices de la connaissance ou d'expérience chez les enfants pour qu'ils passent de classe. Comme si le passage de classe, c'est un peu le but en soi, au lieu que ce soit l'éducation. Et il y aurait tellement de choses à faire sur l'éducation, mais encore une fois, l'éducation, c'est un des sujets les plus compliqués à toucher. Il y a une sorte de résistance viscérale où c'est très compliqué de faire tout ça. Mais est-ce pas quand même à tous les niveaux que cette réflexion sur la transversalité des savoirs se heurte régulièrement à des problèmes de manque d'humilité ou de logique de chapelle, où à un moment donné, on dit non, moi je ne partage pas mon savoir parce que c'est un savoir que j'ai acquis. On peut imaginer les idées liées au brevet, des choses comme ça. Je ne partage pas mon savoir. Ça veut dire un chouette exemple avec la ceinture de sécurité, je crois, à ce niveau-là. Comment peut-on pour essayer de décloisonner tout cette espèce de réflexe parfois de protection des connaissances plutôt que de partage des connaissances? Alors, ça dépend quel modèle théorique on utilise derrière. Moi, j'essaie souvent, quand je réponds à des questions, de ne pas juste utiliser ma connaissance, mais Thomas Kuhn a écrit un livre qui s'appelle « La structure des révolutions scientifiques », où il explique comment est-ce qu'on peut décloisonner. Souvent, il dit que ça passe par des changements de génération, malheureusement, où on pousse, et de nouvelles habitudes se créent. C'est pour ça que j'essaye tout le temps d'écouter les jeunes, parce qu'ils ont un regard différent sur le monde, en espérant que je suis des fois jeune aussi. On ne sait plus, j'approche la quarantaine. Et c'est aussi par cette transdisciplinarité d'écouter les uns les autres, mais aussi, il ne faut pas seulement juste mettre la responsabilité sur l'individu, il y a aussi le côté systémique, de quels sont est-ce que notre système nous permet ces changements? Et malheureusement, par exemple, une anecdote un peu personnelle, donc sur ce CNRE, ce Centre national de recherche et sciences de l'éducation, on avait un projet de le faire, et c'était sous le président Hollande, avec la ministre de l'Éducation qui portait à cœur ce projet. Donc, on avait commencé à le mettre en place. C'est François Tadei qui gérait ça, pas moi, mais j'essayais d'aider comme je pouvais. Et puis, il y a eu des élections. On a changé de président, on a changé de gouvernement. Et le nouveau ministre ne voulait pas reprendre les restes de la ministre d'avant. Du coup, il voulait avoir son projet phare à lui. Du coup, tout est retombé. Et du coup, à Chiasma, donc la structure que j'ai créée que j'ai co-créée avec des potes, sur le raisonnement critique et tout ça, une fois, on a fait un débat sur est-ce qu'on peut avoir des politiques long-termistes dans un système court-termiste. C'est-à-dire, il y a certains sujets, comme l'écologie, comme l'éducation, on a besoin de 10-15 ans peut-être pour changer. Et si on est tout le temps en train de changer, comment est-ce qu'on fait? Et comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre entre un système où c'est important de renouveler la classe politique, parce qu'il faut renouveler les politiciens, c'est pas bon quand ils restent en place pendant très longtemps, et des sujets qui ont besoin de durée. Et ça, pour appliquer ce que je suis en train de dire, je laisse cette réponse à mes amis transdisciplinaires qui réfléchissent au modèle de délibération, à la sagesse des foules, en sciences cognitives aussi, mais aussi en philosophie, en sociologie, en politologie. Je ne sais pas si ça se dit politologie, mais en tout cas les politologues. On va l'inventer pour aujourd'hui soir. On va l'inventer pour aujourd'hui. L'important, c'est qu'on se comprenne de toute façon. Et du coup, il faut aussi penser comment est-ce qu'on peut créer des systèmes qui promouvoient la transdisciplinarité, l'interdisciplinarité, plus
qu'un système où aujourd'hui, encore une fois, moi, l'individu, je pense que c'est très dangereux de blâmer les individus, de dire les gens veulent, les gens font pas. Parce que les gens, on est tout le temps, et c'est ce qu'on voit dans l'exposition aussi, on est tout le temps en train d'être influencé par notre environnement. Et du coup, comment est-ce que je crée un système qui promouvoit ça? Au lieu de dire les gens ne font pas de sport, par exemple, j'habite dans le 10e arrondissement à Paris, à côté du canal Saint-Martin, et à côté du canal, la mairie a installé des petites machines de sport où on peut faire du sport dehors, en ville, gratuitement pour tout le monde. Et il y a quasiment jamais personne, il y a tout le temps des gens qui sont en train d'utiliser ces choses. On a changé quelque chose dans l'environnement qui va pousser les gens à un comportement. Et ce serait de mauvaise foi de ne pas installer ces choses et de dire les gens ne font pas de sport. Qu'est-ce que je suis en train de faire pour promouvoir un comportement d'un point de vue systémique au lieu de responsabiliser, de surresponsabiliser les individus, les blâmer eux-mêmes comme s'ils sont dans des silos isolés? Comment est-ce que je vais créer des systèmes qui promouvoient l'apprentissage transdisciplinaire à l'école pour habituer les gens? Si à l'école, je dis aux gens, je dis aux étudiants et aux enfants, il faut que tu passes ton examen, il ne faut pas que tu triches, il ne faut pas que tu copies, il faut pas, du coup, en gros, il ne faut pas que tu collabores. Il faut que tu réussisses seul. Tu étudies chez toi, tu viens à l'examen, tu passes l'examen seul. Si tu regardes, si tu demandes de l'aide à ton voisin, bam, tu es pénalisé parce que tu es en train de tricher, et tricher, c'est mal. Une fois qu'on finit l'école, on nous dit, il faut collaborer maintenant. Ouais, mais... Ouais. Vous avez passé mes 18 ans de vie à me dire qu'il faut que je fasse tout seul, qu'il faut que je résolve l'exercice de maths seul, qu'il faut que je fasse le truc seul. Il y a juste les TP où limite on est à 2-3 en train de faire une sorte de petit carton où nos parents nous aident à le faire pour avoir la bonne note. Et là, vous me dites, en fait, là, on va créer une équipe, on va collaborer sur un projet. Commençons à l'école. Disons aux enfants, voilà, il faut cet exercice. Vous pouvez à 30 le faire. Vous avez juste besoin de savoir comment le faire. Et là, on commence à créer des changements systémiques dans comment faire. Mais on a tellement d'incohérences que ce serait de mauvaise foi de blâmer juste les gens. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ces changements systémiques. Et donc là, on parle plutôt de changement systémique au niveau des méthodes. Maintenant, on peut s'interroger aussi sur le système dans la manière dont il apporte l'information. Parce que s'il y a des informations aujourd'hui, on a un souci aussi de surinformation et de trop d'informations. Comme dit Gérald Bronner, on est sans arrêt appelé et happé par un flot d'informations et on a énormément de difficultés à les filtrer, à se poser pour apprendre les choses. Est-ce qu'il faudrait aussi changer alors, ce système finalement je dirais de diffusion de l'information? En qui est-ce que j'ai confiance? Je ne peux pas limiter l'information. On n'a pas plus d'informations que nous. On parlait tout à l'heure de nos ancêtres Homo sapiens de l'Antiquité. Si je suis en moins 45 000, il n'y a pas l'écriture, il n'y a pas les ordinateurs, il n'y a pas les papiers, il n'y a pas de crayons. Il faut que je puisse stocker en mémoire quelle plante je peux manger, quelle plante je ne peux pas manger, quelle trace de pas vaut le coup d'être suivi pour trouver une proie pour pouvoir chasser ou pas, quand est-ce qu'il va neiger, quand est-ce qu'il va pleuvoir, où est-ce qu'il y a une source d'eau. Besoin de tout retenir. On a une capacité à traiter l'information. Le problème, c'est quand il y a une compétition informationnelle, comment est-ce que je délègue? Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'informations et on dit aux gens, il ne faut pas déléguer. Think by yourself. Réfléchissez par vous-même. C'est physiquement impossible. C'est comme si je vous dis, construisez votre maison, construisez votre lit, vos habits, vos ordinateurs, vos téléphones portables, votre bouffe, faites la chasse, faites la cueillette, vous devez planter vos plantes, vous devez tout faire. Chacun doit être autosuffisant dans tout. Vous allez me dire, tu es complètement taré, Albert. C'est pas possible qu'un humain puisse tout faire fonctionner, l'agriculture, l'industrie, machin. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec nos idées. Et il n'y a aucune raison que ce soit tellement différent. On n'a pas le temps ni les ressources pour le faire. Et du coup, comment est-ce qu'on reconstruit cette confiance sans tomber dans le relativisme? Comment être dans la complexité sans que ça soit compliqué? Comment être dans la simplicité sans que ça soit simpliste? Et c'est compliqué et je n'ai pas de réponse. D'autant plus qu'il y a des gens qui nous vendent que c'est possible. Oui, puisque ça leur rapporte énormément d'argent d'imaginer que les gens puissent de manière infinie scroller sur leur téléphone et manger de l'information. Oui. Il y a des enjeux, évidemment, le système lui-même, il est basé sur le capitalisme, sur l'économie. Et là, on nous dit chaque fois, Tina, quoi, il n'y a pas d'alternative. Si on change le système, tout va s'écrouler, etc. Et du coup, alors, on revient à l'idée que notre cerveau, en même temps, il a peur. Oui, et vous avez utilisé le mot-clé, c'est-à-dire on ne peut pas penser de tout ça sans parler du modèle capitaliste dans lequel on vit, où les valeurs sont des valeurs de productivité et de gain. Par exemple, des choses qui sont en train de faire des ravages
chez les jeunes adultes en ce moment, ce qu'on appelle les MLM, les multi-level marketing. Je ne sais pas si c'est en train de faire des ravages aussi en Belgique, mais c'est des sortes de pyramides de Ponzi modernisées où sur Internet, on leur vend qu'ils vont devenir des milliardaires s'ils appliquent une certaine méthode qu'il faut payer quelques euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, avec des gens qui mettent des photos de leur villa, de j'ai acheté mon jacuzzi, etc., etc. Et c'est que de l'arnaque. Et ça, c'est la compétition de qu'est-ce qui est important dans la vie. Et effectivement, on a besoin de questionner nos priorités. Et je pense que de toute façon, encore une fois, la réalité pour moi est la grande égalisatrice. J'ai fondé un laboratoire qui s'appelle le Act Lab, où on travaille sur l'approche comportementale pour la transition écologique, le réchauffement climatique. Et je pense que de toute façon, on est en train d'arriver au bout du modèle et soit on change assez vite et on dévie vers des valeurs plus réalistes et plus applicables sur le long terme, soit de toute façon, le réel va nous écraser. Et je n'ai pas envie d'être l'oiseau de mauvais augure, mais cette course folle au productivisme, à la consommation, à l'appât du gain, qui est une sorte d'importation qui a commencé vers le modèle américain, ou en tout cas de ce modèle capitaliste, pas le capitalisme de Adam Smith. Le capitalisme de Adam Smith, si quelqu'un lit la Wealth of Nations, le texte fondateur de Adam Smith, théoriquement, c'est pas si mauvais que ça. L'application qu'on en a fait aujourd'hui est effectivement presque en contradiction avec une volonté de créer un socle commun de réalité, de réduire les inégalités, avec des valeurs que moi je défends. Et je suis partisan. Pour moi, la science n'est pas quelque chose de neutre ni d'objectif. Je suis quelqu'un de très engagé, de très subjectif. Et je parle avec la coloration de mes propres biais, des valeurs que moi je défends. Moi, je veux une société moins inégale, où il y a moins d'inégalités qui se creusent, où on s'occupe plus les uns des autres, où on se fait plus confiance, etc. Et du coup, les projets scientifiques que je crée, les recherches que je crée, sont subjectifs à partir de cette question. La méthode scientifique est une méthode objectivante, mais un chercheur, c'est un humain avec ses valeurs, avec ses opinions politiques, et ces opinions politiques guident en quoi il s'intéresse. Un autre mythe que j'essaye souvent de déconstruire, c'est le mythe de la science neutre. Il n'y a rien de neutre. Les gens qui défendent la science neutre, c'est une posture idéologique, ce qu'on appelle un peu la technocratie, que la technique est quelque chose de neutre et c'est ce qu'on en fait. Non, il y a tout le temps une opinion politique forte derrière sur quel monde est-ce qu'on est en train de construire ensemble. Et moi, mon opinion politique forte, c'est que dans un modèle qui creuse des inégalités, qui est dans une sorte de course permanente à la productivité et au gain, on ne peut pas faire un bon raisonnement critique, une bonne cohésion sociale, un bon socle commun de réalité. Et c'est presque des raisons qui sont biologiques, même pas juste genre psychologiques, c'est biologique. Je peux vous montrer une vidéo où on donne 2 salaires différents à 2 singes qui font la même tâche. Et comment est-ce qu'on donne 2 salaires différents avec de la bouffe? Pour un singe, on lui donne un concombre et l'autre, on lui donne un raisin pour une même tâche. Et le fait que le singe qui voit l'autre recevoir un raisin et se dit « moi, je vais recevoir un raisin, mais reçoit un concombre », il commence à s'énerver, à vouloir casser la cage. On ne peut pas juste dire aux gens, accepter qu'il y a un autre humain qui est exactement comme vous, qui à la minute gagne ce que vous allez gagner pendant toute votre vie. C'est un modèle qui pour moi est aberrant. On s'est retrouvé dedans comme ça, je sais pas, je suis né dedans, mais j'essaye de toutes mes forces de le changer. Alors, puisque tout à l'heure, vous l'avez dit, on ne peut pas tout faire tout seul et on doit à un moment donné pouvoir déléguer, il y a une question qui nous arrive, c'est peut-on espérer que l'intelligence artificielle pourrait à un moment donné nous aider en stimulant la créativité naturelle de l'individu dans tous les domaines? Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être un outil pour mieux aborder et transformer ces systèmes? Pour moi, l'intelligence artificielle est aussi quelque chose de très politique. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que c'est une intelligence artificielle? Déjà, il y a 2 types d'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle molle et l'intelligence artificielle dure. Pour ceux qui s'y connaissent, je parle juste de l'intelligence artificielle molle. L'intelligence artificielle dure, on ne sait même pas si c'est possible, personne ne sait la faire. C'est l'intelligence artificielle dans les films de science-fiction, genre les robots qui ont le libre arbitre et tout. On parle de l'intelligence artificielle molle, du coup, c'est des intelligences d'apprentissage qui peuvent apprendre très, très, très vite plein de choses. C'est une sorte de super calculette, en fait. Tout dépend de ce qu'on en fait. Il y a des intelligences artificielles qui sont en train d'être utilisées sur Facebook pour me montrer les nouvelles qui savent, pour me laisser sur Facebook encore plus. Et ça stimule pas du tout la créativité. Ça crée que des bulles de filtre qui font que je pense que j'ai raison et que les autres sont stupides et des moutons et que moi, j'ai la science infuse.
Il y a des intelligences artificielles qui sont utilisées dans des voitures, comme par exemple dans les Tesla, pour éviter les accidents de la route. Et dans ce cas-là, ce n'est pas en train de stimuler la créativité, mais c'est en train de réduire les erreurs humaines qui peuvent sauver des vies potentiellement, indépendamment de si on pense que Tesla, c'est une bonne chose ou les voitures électriques. Il y a des intelligences artificielles qui nous aident, nous, chercheurs, à comprendre le cerveau, comme par exemple les modèles de neurocomputation. Le cerveau est quelque chose de très, très complexe. On ne va pas s'en sortir avec une feuille et un crayon à faire des modèles théoriques seuls, et on a besoin d'intelligence artificielle qui nous aide. Je ne pense pas du tout qu'il faut opposer l'intelligence artificielle à l'intelligence humaine. C'est comme si je veux faire une compétition de calcul avec ma calculette. C'est inintéressant. Je ne vais pas essayer de voir qui calcule plus vite, moi ou ma calculatrice, ou qui va plus vite, moi ou ma voiture. Et du coup, tout dépend de comment est-ce qu'on applique cette intelligence artificielle et qui la comprend mieux. Et quelles données est-ce qu'on lui nourrit? Quelles sont les conditions éthiques derrière? Il y a maintenant des intelligences artificielles qui aident absolument dans des choses artistiques, qui aident absolument dans des choses scientifiques, qui aident absolument à nous laisser réfléchir à autre chose, et du coup qui stimulent la créativité naturelle de l'individu dans tous les domaines, et d'autres intelligences artificielles qui sont en train d'être utilisées dans un modèle capitaliste à vous montrer des pubs pour que vous achetiez le dernier iPhone, ou pour que Marc sache si vous aimez le Viet qui est en dessous de la maison, ou si vous préférez la pizza. Ça reste un outil finalement, et c'est la manière dont on va l'utiliser qui aura son importance. Oui, en sachant que l'outil n'est pas neutre, parce que l'outil est conditionné lui-même aussi est conditionné par la volonté politique derrière de qui le contrôle. On le voit par exemple avec l'intelligence artificielle des algorithmes sur les données personnelles ou de surveillance. Puisqu'on parle d'outils, on me pose la question, que pensez-vous du système de punition et de récompense par rapport au fonctionnement de notre cerveau et donc par soi-même, par les autres ou par la société, hein. Alors, de la même manière qu'on ait parlé de la psychanalyse et de Freud, et qu'il s'était trompé un peu au début, mais c'est tout à son honneur d'avoir déjà ouvert les pistes, il y a un autre monsieur qui s'appelle Skinner, qui a créé le comportementalisme, le behaviorisme, et qui pensait qu'on était juste des stimuli de récompense et de punition. Comme Freud, il s'est un peu aussi trompé. On pense aujourd'hui que c'est un modèle très simpliste de l'explication du comportement humain. Ce n'est pas juste une question de punition et de récompense. Il y a tout le temps de la punition et de la récompense, évidemment. En gros, c'est quoi? On peut punir de deux manières. Soit j'ajoute quelque chose de négatif, soit je vous prends quelque chose que vous aimez bien. Il y a deux manières de récompenser. Soit je vous donne quelque chose de positif, soit je vous enlève quelque chose qui vous fait du mal. C'est des leviers qui nous impactent, mais ce n'est pas que ça. On ne peut pas juste résumer nos interactions à un stimulus de punition, un stimulus de récompense, mais c'est juste des leviers qui sont tout le temps en jeu quand j'ai un plaisir, un déplaisir, qu'on retrouve d'ailleurs en psychanalyse, chercher le plaisir, éviter le déplaisir. Mais nos modèles de développement de l'appareil psychique sont beaucoup plus complexes que ça, et c'est un modèle qui fait ses limites. On ne peut pas juste tout percevoir par des systèmes de punition, soit de récompense. Après, c'est des leviers que je peux utiliser sur moi-même pour me manipuler à faire plus de sport en me disant si je ne fais pas de sport aujourd'hui, je vais me punir, ou par les autres, ou par la société, à travers par exemple faire un PV si les gens crament un feu rouge. Mais ça ne peut pas être le seul levier. On a besoin d'autres leviers pour que ça puisse fonctionner. Alors, encore une petite question par rapport à nos sens. Dans l'exposition, entre autres, vous avancez qu'on a quand même un sens qui dominerait les autres, ou en tous les cas, qui s'est peut-être surdéveloppé avec le temps, c'est celui de la vue. Est-ce qu'on peut considérer finalement que dans notre société, en plus particulièrement où on est bombardé de publicités, d'écrans, etc., est-ce que notre vue a pris le dessus sur les autres sens? En tout cas, pour les personnes voyantes, parce qu'il faut aussi penser évidemment. Pour les personnes voyantes, quand on fait des exercices on fait plein de trucs qui sont hyper cool, en fait. On a tendance de croire que le scientifique, c'est le mec rationnel qui fait rien de cool, mais on fait pas mal de trucs cool. Moi, quand j'ai grandi, le scientifique, c'était un peu plus le scientifique fou. Je pense que c'est avec le capitalisme que le scientifique est devenu le scientifique rationnel, qui travaille dans les labos pharmaceutiques, etc. Mais quand j'ai grandi, c'était le scientifique fou. La photo la plus connue d'Einstein, c'est avec la langue tirée et les cheveux complètement explosés. J'aimerais bien qu'on revienne à cette notion des scientifiques. Quand on fait des expériences de compétition sensorielle, donc on vous montre quelque chose et on fait écouter autre chose, on a par exemple à l'exposition l'effet McGurk qui fait ça. Effectivement, on pense que la vision est le sens qui prime la majorité du temps par rapport à d'autres sens. En tout cas, quand on fait la vue contre l'audition, c'est la vue qui gagne. Quand on fait la vue contre le goût, si vous voyez un truc vraiment dégueulasse, vous n'avez vraiment pas envie de le manger. Il faut déjà pouvoir traverser cette barrière pour pouvoir le goûter. La vue semble être le sens
qui prime sur les autres. Sur les autres. Ouais. Alors, je vais revenir un instant, parce qu'on approche tout doucement de la fin de cette rencontre, à ce que vous avez dit. Vous voudriez bien revenir aux scientifiques un peu fous. J'espère que vous n'allez pas à un moment donné imaginer de vous mélanger avec une mouche, mais enfin, on ne sait jamais. C'est un bon film, ça. Et c'est effectivement. Et s'il y a bien effectivement quelque chose que j'ai pu constater lors de l'ouverture de cette exposition, aussi bien samedi que dimanche et vendredi dernier, c'est le plaisir que les gens ont à jouer avec leurs sens, à se mettre dans des situations où ils doutent, etc. Est-ce que, en fait, une des clés de la remise en cause des systèmes, c'est pas ça aussi, c'est de ramener du plaisir, du jeu dans la réflexion au sens large du terme? Oui, absolument. C'est pour ça que quand je fais des confs, quand je fais des trucs, j'essaye de faire des tours de magie, j'essaye de faire des devinettes. On a besoin d'incarner la connaissance. Et quand je parle du scientifique fou, c'est pas le fou qui est complètement incompréhensible, c'est fou, c'est-à-dire qui n'est pas froid. On a aujourd'hui cette vision du scientifique rationnel qui est tout le temps en train de regarder des statistiques, des études ont montré que, ou non, ou c'est prouvé scientifiquement, pas prouvé scientifiquement, etc. C'est pas ça la science. La science, c'est l'émoi qu'on a face au monde naturel. C'est une expérience profondément émotionnelle d'être fasciné par le monde et par notre fonctionnement. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai pris un énorme plaisir et c'était un honneur pour moi de pouvoir participer au développement de cette conférence. Je veux remercier Stéphane qui a fait un travail énorme et tous les autres aussi, bien sûr, parce que c'est une incarnation de ces concepts. Parce qu'on montre comment est-ce qu'on peut expliquer des choses qui sont assez complexes, mais qui sont aussi universelles, de manière où tout le monde peut se retrouver. Il y a derrière vous des illusions. Ce n'est pas juste les humains même. Il y a des illusions, on peut les faire avec des animaux, ça marche tout aussi bien. Je fais des fois des tours de magie à des chats, à des chiens, et je vois la surprise dans leurs yeux. Et encore une fois, pour moi, c'est hyper important de recréer du plaisir dans la science, dans la médiation scientifique, d'expliquer que la science, c'est avant tout et surtout une fascination face au monde naturel, avant toute autre chose. C'est que ça. J'en dis, les sciences, là, quoi? Et des fois, je fais des débats avec des gens. Oui, mais la science, c'est quoi? C'est quoi la rationalité, etc. Et tout ça. Pour moi, la science, c'est la fascination face au monde naturel. Et juste le monde naturel. On n'a pas, je reviens un peu à la première question. On n'a pas besoin de rajouter des choses pour voir combien le monde est magique. Il suffit juste de s'y intéresser vraiment. Et de voir, je sais pas, pour moi, quand je vois que des atomes d'hydrogène et d'oxygène, donc l'eau, à partir d'un certain degré, se forment en cristaux, bah pour moi, c'est genre complètement dingue. Quand je vois une cellule qui fait une division cellulaire, une mitose, et qui se retrouve avec deux cellules identiques à partir d'une seule, c'est complètement dingue. Et c'est une expérience profondément émotive. Et j'aimerais bien qu'on revienne à ça et qu'on le rappelle aussi souvent que possible. Merci beaucoup, quelle belle conclusion. Science, fascination et plaisir qui se mêlent et qui se retrouvent dans cette magnifique exposition Illusions. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous serez à nouveau parmi nous le 20 avril prochain à 13h, à nouveau en ligne pour une conférence table ronde qui s'intitulera « Peut-on tout contrôler ?» Et là, vous serez accompagné entre autres de Clément Fraise, qui est un mentaliste bien connu, et ainsi que Mr Sam, qui est un YouTuber également bien connu sur la toile et qui réfléchit aussi un peu comme vous à toutes ces questions que pose le cerveau. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Je remercie aussi toutes et tous ceux qui nous avaient suivis pendant cette soirée qui était un peu originale pour nous, puisqu'on s'attendait à vous recevoir ici à la Cité Miroir et puis finalement, les conditions étaient ce qu'elles étaient. Je remercie aussi toutes les équipes techniques qui nous ont entourés et qui ont permis aux questions d'arriver en temps et en heure sur mon écran. Tout s'est bien déroulé. Je pense que le son, aussi bien que le son et l'image ont magnifiquement tenu pendant ces près de 90 minutes d'échange. Mais voilà, merci beaucoup. Quelqu'un demande si l'enregistrement de cette conférence sera disponible quelque part. Je ne sais pas si quelqu'un... Jean-Denis voudrait lui répondre. On me fait signe effectivement depuis la régie que ce sera mis en ligne probablement sur le Facebook du Centre d'action laïque de la province de Liège et de la Cité Miroir dans quelques jours, le temps que le traitement soit fait, voire quasi immédiatement, me fait-on signe, la technologie le permet aujourd'hui. La maison ne recule devant aucun sacrifice. Donc effectivement, on pourrait revoir
cette Très bonne conférence. soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne Merci soirée. à vous pour l'invitation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.